Concernant la canicule, dans tous les établissements de France, techniquement, on a déjà tous les procédures qui sont faites. On a un certain nombre de matériel à commander, les pulvérisateurs, de l'eau en plus, et puis on a aussi des seuils de surveillance en fait. Si on voit qu'à un moment, notre activité elle explose et qu'on a des gens qui ont besoin d'être hospitalisés à cause ou pas de canicule, ben, on déclenche une cellule de crise et puis on fait hospitaliser les gens. Enfin, c'est un dispositif qui est déjà réglé, qui est déjà rodé. Et dès qu'il y a une canicule, ben, on est dedans, quoi. Et concernant l'affluence aux urgences, on a effectivement eu plein de gens. Et puis on se rend compte que pendant la canicule, ben, on a les trois populations, hein, enfants, adultes et personnes âgées. Les particularités sont relativement simples. Je pense que les enfants ils sont vus en pédiatrie. Concernant les adultes, ils viennent. On n'a pas eu des gros coups de chaleur qui méritaient une hospitalisation en réanimation. Les personnes âgées, on en a eu quelques-uns. C'est resté dans les normes parce que je pense aussi qu'il y a l'éducation qui est bien passée, les informations qui sont bien passées. Et comme toujours, la canicule, c'est pas le jour, c'est dans la semaine qui suit aussi. Autant la semaine dernière, on était vigilants. On savait désespérément qu'on allait avoir de l'affluence, mais pas tant que ça. On sait aujourd'hui que cette semaine-là, ça va être la semaine où on verra si la canicule a fait des dégâts ou pas. Parce que là, on va commencer à voir la troisième type de population, la personne âgée qui n'a pas accès à l'eau, qui est dépendant. Et là, on va commencer à voir est-ce qu'ils ont subi l'effet du canicule si la canicule continue. Voilà. Donc, il est beaucoup trop tôt pour dire qu'on a subi les effets de la canicule. Mais en contrepartie, pendant le pic de canicule, on a eu une activité constante. On a eu effectivement quelques personnes qui sont consultées de plus. Et on n'est pas dans les cas de grande gravité comme on a connu il y a quelques années, quoi. Mais je pense aussi que c'est parce qu'on a éduqué les gens, la formation passe. Et puis c'est notre job de faire ça. C'est pas, écoutez, je vais tenter de dire qu'il n'y en a pas, parce qu'on n'a pas forcément adhéré complètement au mouvement. On n'a pas du tout adhéré au mouvement national. Pourquoi il n'y en a pas? Pour plein de raisons. Je pense qu'on a pu mettre en place, avec les différents acteurs, des bonnes conditions de travail. Alors je précise, un petit virgule, théorique. Parce que autant je peux dire que j'ai les moyens théoriques de faire fonctionner un service avec beaucoup de conditions qui sont plus sympathiques pour l'accueil des patients. Autant je peux dire que c'est que théorique aujourd'hui, pour plein de raisons. C'est que avec toute la motivation que la direction a, que mon cadre de service a, que mes soignants ont, on a un phénomène qui est terrible, c'est que on a des gens qui sont en arrêt maladie, on a des gens qui sont en arrêt tout court. Ben, ces gens-là, on n'arrive pas à les remplacer. Pas parce qu'on ne veut pas, parce qu'il n'y en a pas pour les remplacer au fait. Donc on est dans le creux où il nous manque cruellement du personnel infirmier, du personnel soignant, parce qu'on n'arrive pas à remplacer les gens. Donc les moyens sont là, sont mis, hallucinant, mais on n'a pas la possibilité de recruter au fait. Et c'est très compliqué aujourd'hui, quoi. Alors, Madame, ça je peux pas, pour plein de raisons, je peux pas savoir ça, parce que je les ai pas vus, ils sont en arrêt. Je connais pas les motifs de leur arrêt. Et puis, ça fait pas partie de mon travail de leur demander pourquoi ils sont en arrêt. Je ne me vois pas légalement prendre mon téléphone, dire bah, écoute, bonjour, je suis chef de service, pourquoi tu es en arrêt? Du coup, je ne sais pas pourquoi ils sont en arrêt. Et mais connaissant mon équipe, c'est des gens qui sont en arrêt pour des bonnes causes, quoi. C'est pas parce que j'ai une angine, quoi. S'ils sont en arrêt, c'est vraiment, il y a vraiment des bonnes causes, quoi. Donc ça, le fait est que j'ai la possibilité théorique de faire une équipe où tous les gens peuvent trouver leur compte. Et là, aujourd'hui, depuis à peu près deux semaines, j'ai pas mal d'arrêts maladie et qu'on n'arrive pas à combler parce qu'on n'a pas les ressources. C'est pas faute d'avoir essayé dans d'autres services, dans d'autres pôles, pour demander aux gens de descendre et de donner un coup de main. C'est pas faute d'avoir essayé. On essaye au quotidien, mais malgré ça, on n'y arrive pas. On a espoir qu'à partir de fin août, quand la nouvelle promotion de jeunes infirmiers sorte,
ils vont pouvoir, on va pouvoir recruter et puis ben, colmater cet effectif, quoi. Mais c'est pas faute d'avoir un effectif théorique de rêve, quoi. C'est pas. Alors, ça, on a des gens qui sont affectés dans les secteurs en fonction des heures. Les chiffres en tête, je les ai jamais parce que je me trompe tout le temps. Si vous voulez des chiffres là-dessus, il faut demander à mon cadre, il va vous donner. Mais grosso modo, il y a chaque secteur un infirmier, et puis il y a des aides-soignants qui tournent dans deux secteurs. Et puis on a une équipe à l'accueil qui est capitale, qui travaille avec le médecin d'accueil. Et là aujourd'hui, mon vrai problème, c'est que mon équipe d'accueil n'est pas là. C'est que parce qu'on a dû faire des changements pour que les autres services, les autres secteurs tournent. Donc du coup là, c'est un petit peu compliqué, mais bon, c'est un moment à passer. Et puis on ne peut pas dire que c'est un moment qui va être facile parce qu'on a vu pendant les 3 dernières années qu'il n'y a pas eu de baisse d'affluence aux urgences pendant l'été au fait. Donc il y a toujours du monde. Donc il va falloir mettre les bouchées doubles et puis espérer qu'on puisse recruter, que l'hôpital puisse recruter pas mal de gens qui sortent des IFSI, quoi. Il y a deux volets de l'accueil. Vous venez à l'hôpital, il y a plein de façons d'arriver à l'hôpital. Vous pouvez arriver avec le SMUR, vous pouvez arriver avec les pompiers, avec l'ambulance, tout seul, accompagné, par le bus, en taxi. Ça, c'est les modalités d'accueil. Une fois que vous arrivez à l'accueil, ben, il faut que le patient comprenne que il faut qu'on discute, qu'on comprenne pourquoi le médecin est arrivé à l'hôpital. Et quand il arrive à l'hôpital, il y a aussi un accueil administratif où on doit faire l'entrée dans le système informatique. Ça, c'est capital. Donc il y a deux choses. Il y a trouver les raisons pour lesquelles il arrive et faire l'entrée administrative. Une fois qu'on a ces deux-là, ben, dans le phénomène de je suis arrivé aux urgences, il y a le mot urgence. Donc notre travail, c'est quand même de savoir pourquoi, quel est son niveau de gravité. Deux questions qu'on doit répondre. Pour ça, on a une infirmière d'accueil et d'orientation et un médecin d'accueil et d'orientation. Aujourd'hui, on n'a pas l'effectif médical suffisant pour faire tourner ce poste-là tous les jours. Et le patient est vu aujourd'hui, on va dire, la majorité des fois par l'infirmier et le médecin. Alors, c'est un travail qu'on fait ensemble avec l'infirmier parce que les procédures de triage ont été rédigées il y a quelques années par nous et puis en fonction de l'établissement, en fonction des gravités. Là, le patient il est vu, donc concrètement il s'assoit ou il est en brancard, on discute avec lui, on essaie de comprendre pourquoi il est là, on essaie de prendre ses constantes. On a des algorithmes de triage, donc grave, moins grave, pas grave, en fonction des secteurs, donc des chocages, donc l'urgence vitale, l'urgence non vitale, donc les box, ou bien les soins externes, ou bien si c'est pas pour les urgences adultes, ça peut être les urgences pédiatriques et l'urgence gynécologique. Donc ça c'est, on a le phénomène du triage, on a le phénomène de l'orientation. Là, il y a quelque chose qui est important, c'est que à partir de un mois et demi, on a mis le médecin de l'accueil. Donc ça veut dire que là, le triage, on est passé à l'étape supérieure. Le médecin est à l'accueil avec l'infirmier, reçoit le patient. L'avantage de ça, c'est que l'algorithme de tri reste le même. Mais il y a un phénomène en plus. C'est que là, on arrive à donner du soin au patient au moment où l'on est à l'accueil. Exemple la plus importante, on peut mettre des antidouleurs d'emblée. On peut augmenter le niveau d'antidouleur d'emblée. On peut commencer sa prise en charge en faisant la prise de sang, l'électrocardiogramme, tout ça. Donc, dans la nouveauté de ça, c'est que autant l'électrocardiogramme c'est un acte qui était déjà protocolé, autant les soins, c'est nouveau parce que le patient d'emblée, il voit le médecin. Donc il y a le fait que l'infirmier l'oriente, le médecin va l'orienter de la même façon 9 fois sur 10. Il y a aussi le fait que les soins ont démarré. Et ça rassure aussi de voir le médecin. Je pense que c'est pas que rassurant, c'est rassurant certes, mais c'est surtout bien parce que vous avez l'usager qui dit, voilà, j'ai rencontré un médecin, le médecin me dit, voilà, je pense que j'ai besoin de 2 heures, 3 heures, 5 heures, 6 heures pour faire votre prise en charge. Alors ce qui est hyper important, il y a un médecin qui me dit ça avant-hier, tu sais quoi, quand tu fais de l'accueil, c'est bizarre, mais on a
on voit plus facilement la détresse des gens. Pourquoi? Parce qu'il vient d'arriver, le milieu est quand même assez compliqué devant, et c'est surtout qu'on voit l'environnement. 9 fois sur 10, on voit l'accompagnant, et d'emblée, on a l'ensemble d'informations brutes qu'avant on n'avait pas. Quand même. C'est important, parce que là, je vous donne l'exemple, hein, hier j'étais à l'accueil, j'ai expliqué aux gens, voilà, écoutez, ça, dans 3 heures on peut faire le point, dans 6 heures il serait sortant ou pas, et puis ben, vous n'allez pas attendre, ça sert à rien, parce que voilà, on prend votre numéro de téléphone, on va vous appeler, et puis une fois qu'on vous appelle, ben, vous saurez un peu ce qui se passe. Ne restez pas pendant 6 heures ici, ça sert à rien, mais je vous explique hein, que l'examen clinique ça dure pas longtemps, une biologie c'est 1h30, 2 heures. La synthèse de ça, demander des examens complémentaires, c'est encore 1h30, 2 heures. Voilà. Là, on est dans la situation urgence non vitale. L'urgence vitale, c'est un autre phénomène. Là, on sait qu'il n'y a pas une question d'attente, c'est une question, il va être hospitalisé, c'est une façon certes, ou bien l'issue va être un peu plus compliquée. Donc, voilà. Donc, je pense que c'est important. Et du coup, les gens, pendant super longtemps, on pensait qu'on peut accompagner tout le monde aux urgences. Certes, on peut accompagner. Mais on ne peut pas accueillir chaque personne avec sa famille à l'intérieur. Ce n'est pas possible. Il y a des dérogations à ça. La dérogation est relativement simple. Pour les enfants mineurs, on ne va pas garder que l'enfant mineur dans un box ou dans une salle d'attente. Pour l'adulte déficient, on ne peut pas. Pour la personne âgée dépendant, qui a l'habitude de communiquer avec quelqu'un, ben on sait que si on enlève ces repères-là, c'est foutu. Donc, on fait des dérogations à ça. Maintenant, heureusement que ces cas de figure-là ne sont pas fréquents. Mineurs, j'en ai. Les personnes âgées dépendantes, j'en ai. Et ben, il y en a qui sont accompagnés de leur famille. Et quand la famille nous explique, on est souvent cortiqué pour dire écoutez, ben voilà, vous pouvez entrer, il n'y a pas de souci. Mais c'est une personne à la fois. Bien sûr. Le problème, si vous voulez, c'est toujours la même chose. C'est que si je fais plaisir à quelqu'un qui rentre avec la personne âgée qui est dépendante, il va falloir quand même qu'elle respecte les consignes de l'établissement. C'est-à-dire, les urgences, c'est pas comme l'étage à Ikea où tout est bien rangé. Ce n'est pas possible. Parce que j'ai du flux entrant, sortant. Et moi, ce qui me dérange dans l'affaire, si vous voulez, c'est d'accueillir quelqu'un dans des conditions bonnes, moins bonnes. Et en face, il y a quelqu'un qui est dans une situation un peu moins bonne et que cette personne témoigne de ça et puis interagisse avec ça. Ça, ce n'est pas possible. Je dois respecter la vie privée de tout le monde. Or, ça, c'est compliqué. On est quand même aux urgences. Et ça, c'est un phénomène que les gens ont tendance à oublier une fois qu'ils sont dedans. Vous voyez, nous, on travaille sous contrainte. Donc, on peut donner beaucoup de choses à la population. Mais il faut aussi qu'ils comprennent que, voilà, quoi. Si vous êtes là, vous restez avec la personne, vous ne sortez pas, vous ne regardez pas dans le couloir ce qui se passe. C'est pas possible. Les règles sont là. Et il va falloir qu'on les applique. Pendant trop de temps, en fait, les gens, ben voilà, quoi, c'était tout le monde rentre. Mais non, il y a qu'ici où ça se passait comme ça. Dans la majorité des hôpitaux de France et de Navarre, ben, on vous rentrez, on vous donne des nouvelles. Et en plus, on a des ambassadrices de l'accueil aujourd'hui qui sont là, qui tournent non-stop dans le service, qui vous demandent si vous avez besoin de quelque chose, à boire, à manger, des nouvelles. Ça va. On ne laisse pas les gens sans nouvelles. Après, c'est toujours pareil. Il faut se manifester, il y a des salles d'attente. Et puis, si vous ne vous attendez pas dans la salle d'attente, on ne vous trouvera pas. Mais bon, vous savez, c'est des étapes. On est en train de faire des travaux dans les urgences. On est en train de travailler pour expliquer aux gens. Il y a un médecin à l'accueil. On a des équipes dynamiques. D'ici quelques temps, je pense que tout ça, ça sera bien rodé, ficelé. Et puis, on est quand même là pour une population. On est quand même là pour les aider. Mais malheureusement, on ne peut pas non plus trop demander à cette population qui comprenne nos difficultés. Et ça, je pense que les médias s'en chargent. Je pense que la population commence à comprendre que travailler aux urgences, c'est difficile, c'est dur, c'est pénible, c'est usant. Et si c'est usant pour tout le monde. Et c'est jamais, je ne connais pas des patients qui viennent aux urgences pour le plaisir. Nous, notre vocation, c'est faire les urgences. Voilà, c'est tout. Après, il faut trouver les bons artifices pour qu'on puisse communiquer ensemble.
Encore une fois, vous voyez, donc on est dans le phénomène où on veut donner le maximum à une population. J'ai les ambassadrices qui font leur travail. C'est un job qui est nouveau. C'est un job qui est un job novateur. Ben, vous savez, pour développer un produit dans l'industrie, ça prend des années. Là, on a 3 personnes volontaires qui font un travail qui n'est pas facile. Elles sont issues de où? Ils sont issus de l'établissement avec des profils différents. Aides-soignants, ASH, voilà, ils sont issus de profils différents. Ben, je pense qu'on les a accompagnés, on les a formés. Je pense qu'elles font le maximum. Je pense aussi qu'ils ont une marge de manœuvre qui doit être excusable. C'est quoi l'aboutissement? L'aboutissement, c'est un projet qui a commencé, qui mérite d'être soutenu, qui mérite d'être retravaillé, poli, et puis avec le temps, on fera quelque chose d'exceptionnel. Mais on ne peut pas... je ne suis pas devenu médecin en 2 ans. Je suis médecin, mais j'apprends encore. Donc ces gens-là, je pense qu'elles font leur travail correctement, mais on ne peut pas leur demander d'être opérationnels au top, exceptionnels, H24, dans des locaux qui sont confinés. Et elles existent depuis quand? Elles existent depuis 1 an et demi, 2 ans, je crois. Donc on ne peut pas leur demander ça. Moi, je peux vous montrer votre bureau. Leur bureau est dans un couloir. Comment voulez-vous qu'ils accueillent des gens en confidentiel alors qu'ils n'ont même pas de bureau? Donc on prend les gens à côté et puis on leur parle. On leur explique. Je n'ai jamais vu une ambassadrice arriver avec un haut-parleur, dire eh ben monsieur Intel, c'est ça. Je n'ai jamais vu ça. Maintenant, je peux comprendre que la population, aux urgences, ça va pas, ils sont stressés, tout ça. Et avec le temps, on trouvera des aménagements, des endroits pour pouvoir mieux accueillir les gens. Et encore une fois, pour l'instant, l'espace me manque, je suis en plein travaux, c'est pas toujours évident. Quand on vit à Tokyo, madame, on ne peut pas imaginer avoir une chambre de 100 mètres carrés pour 150 €. Ce n'est pas possible. Et les urgences d'Arras, c'est Tokyo. C'est un petit espace avec beaucoup de personnes. C'est aussi simple que ça. Je n'ai jamais vu les Japonais se plaindre que Tokyo était petit. Mais il faut être d'accord que, bon, il y a des hôtels dortoirs, on n'a pas de place. Donc concrètement, il faut agrandir les urgences? Ah, ça c'est une évidence, mais il n'y a pas de place. On ne peut pas agrandir Tokyo, madame. Ces dames interagissent entre nous et les gens qui sont accompagnants. Ça, c'est leur périmètre d'action. Donc, ils vont faire un tour, demander s'il y a des gens qui veulent des nouvelles. Ils viennent nous voir, ils disent, bah, écoutez, un tel a besoin de nouvelles. Qu'est-ce que je leur dis? Nous, on ne leur donne pas des informations médicales. On leur dit, bah, écoute, tu dis que c'est pas grave, on arrive dans pas longtemps, simplement fais-moi un rappel dans 1 heure. Tu peux dire un tel que dans 1 heure, j'appelle. Ou je viens. Ça c'est leur périmètre d'action. C'est ça. Ils prennent l'information avec nous, ils donnent l'information non médicale à la famille. Alors là où ça corse, c'est que la famille veut des informations médicales tout de suite. Et de temps en temps, pour faire plaisir aux gens, ben, ils essayent de venir nous voir pour avoir des informations médicales, mais de temps en temps on les comprend, parce que nous on est occupés, et puis ils subissent une pression. Dans l'absolu, si elle n'existait pas, qu'est-ce qui allait se passer? Moi je vais vous dire ce qui allait se passer. Les gens, ils allaient attendre en fait. Et non, là on essaie de faire en sorte qu'ils attendent dans des bonnes conditions d'attente. De façon plus sereine. Plus sereine. Et avec une personne qui est apte à leur donner des informations non médicales sur l'état de santé. Je peux vous dire que, écoutez, votre maman va plutôt pas mal. J'ai vu le médecin qui viendra vous voir dans 45 minutes, dans 1 heure, dans 1 heure et demie. Et s'il ne veut pas venir, il va me charger de vous dire un certain nombre d'éléments. Où je vais vous faire entrer. Vous voyez? C'est ça le travail, au fait. Mais je ne connais pas beaucoup de services d'urgence publics en France où vous avez une ambassade d'accueil, où si vous avez soif, vous avez du café, une bouteille d'eau, vous avez des biscuits. Elles sont charmantes. Attendez, on fait quand même pas mal d'efforts pour accueillir, mais pas le patient, pour accueillir l'entourage.
C'est tout. Mais on ne peut pas demander à ce qu'il n'y a pas de gag. C'est pas possible. On ne peut pas demander à ce que tout le monde soit content. Ce n'est pas possible. Mais dans l'autre sens, le verre aurait pu être vraiment vide, au fait. Mais il a 3 quarts plein. C'est plutôt pas mal. Voyons le côté 3 quarts plein. Un quart vide. Ok, je suis conscient. Mais je ne peux pas demander à avoir le verre vide tout de suite. Il faut laisser le temps au temps. Rome, c'est pas bâti en un jour. Je ne suis pas devenu médecin en une année. Et là, on passe de Tokyo à Rome. Ah bah oui, voilà, architecturalement, c'est pas la même chose. Il y a la place à Rome, il n'y a pas de place à Tokyo. Parce que la majorité des médecins qui sont installés aux alentours d'Arras ont été internes à l'hôpital d'Arras un jour dans leur vie. Ils savent. On a des relations plus que cordiales avec la majorité d'entre eux, si ce n'est pas l'intégralité. Et puis, ils sont au courant de comment fonctionnent les urgences. Ils sont au courant des facilités de l'hôpital. Ils ont leur propre réseau. Et ils ont recours à nous vraiment pour des vraies raisons, quoi. Je dirais que on voit l'importance de nos généralistes quand ils sont en vacances. Ils sont remplacés par des jeunes médecins qui connaissent pas le système. Là, on voit tout de suite la différence. Mais en période standard, hors vacances, ben, c'est un plaisir de bosser avec parce que ça peut arriver qu'on s'engueule, hein, c'est pas le problème. Ça peut arriver. Mais moi, je considère que je trouve qu'ils font leur taf à 200%. Je trouve qu'on a des très bonnes relations avec eux. Et puis, je pense qu'on arrive à travailler très très bien avec eux. C'est plutôt pas mal. Parce que si, je vous dis, la moyenne, si chaque médecin de la race m'envoyait un patient par jour, ça fera 75. Comment je travaille avec 75 patients en plus? Mais je peux pas. Non, donc du coup, je reçois 10, 15 avec des courriers, mais c'est toujours bien spécifique, c'est toujours bien ciblé. Et on sait que nos collègues nous envoient des gens quand ils en peuvent plus parce qu'ils savent qu'ils sont au bout de la prise en charge, quoi. Et ça, c'est quelque chose de très positif. Mais encore une fois, je peux parler pour la région dans laquelle je travaille. Et voilà. Et c'est quelque chose qui s'est bâti depuis des années. Depuis des années, parce que mes propres collègues, quand j'étais interne aujourd'hui, sont médecins. Et je rigole toujours parce que c'est des amis à moi. Et puis on compte au fil des ans combien de personnes ils m'ont envoyé. Donc on rigole, quoi. J'avais un de mes médecins, un de mes amis de faculté qui est installé ici. J'ai dû compter en 15 ans, il m'a envoyé 7. Pas mal. C'est correct. Voilà, quoi. Donc c'est tout. C'est que grosso modo, les gens, ils arrivent à... Les généralistes d'Arras, ben, je pense qu'ils sont vraiment bien. Pas parce qu'ils ne m'envoient pas de patients. Je pense qu'il y a quand même un service à la population qui est rendu. Et on l'entend. Attendez, on a même des généralistes. Je ne donnerai pas de nom. On a des généralistes. Ça leur arrive d'envoyer un patient et de passer après les heures ouvrables pour nous dire un coucou, prendre un café, discuter 5 minutes avec nous, dire écoute, au fait, le patient il a quoi? Et tu sais pas. Et puis, il y en a même, ça arrive de passer voir leurs patients aux urgences. Vous voyez, donc, voilà. C'est pas une situation idyllique, en fait. C'est une situation où je pense qu'on va travailler sur le long terme, 15, 20, 30 ans. Il y a aussi le fait que Arras n'est pas aussi grand qu'une grande métropole. Il n'y a pas une si grande population. Il y a quand même une proximité qui est plus importante. Et puis, bah, c'est un centre hospitalier où on forme des internes. C'est des internes de médecine générale qui sont passés ici. Quand ils habitent à Arras, ils ont fait quasiment tout leur stage ici. Ben, ils connaissent, quoi. Donc, vous voyez, il y a ça. Moi, je ne suis pas là depuis longtemps, je suis là depuis une petite quinzaine d'années, enfin plus que 15 ans. Mais j'en ai vu des gens qui sont arrivés, qui sont installés. Vous voyez, donc, ce qui se passe en France, c'est un fait. Ok. À Arras, je ne vous dis pas que tout est rose, je vous dis qu'on travaille plutôt en bonne intelligence. Il y a des raisons pour ça, et puis dans d'autres régions, ils ont peut-être d'autres contraintes, d'autres difficultés. Hein, donc, et puis Arras, c'est une belle ville. Les gens, ils aiment bien s'installer ici. Je pense que la densité médicale n'est pas le même que dans un désert médical. Quand vous avez un désert médical, ben effectivement, vous ne pouvez pas soigner 120 personnes par jour, vous les envoyez à l'hôpital. Ici, les généralistes, ben, ils sont nombreux, plus qu'ailleurs. Et puis, ben, ils ont le temps de s'occuper de leurs patients. Et puis, ils éjectent pas le patient aux urgences. J'en ai pas vu, au fait.
j'en ai pas vu, ça fait quand même 15 ans, plus que ça. Bah, c'est constant en fait. Donc, un phénomène constant, c'est un phénomène constant. Et puis, c'est ça, je pense qu'on fera mieux. Je pense qu'on fera mieux parce que il y a quelques années, on avait fait quelques réunions avec les généralistes. Et là, on va les inviter une fois que les travaux seront terminés. Et puis, il y a aussi une autre dynamique qu'il faut comprendre, c'est que l'hôpital fait des formations médicales continues à laquelle les généralistes sont confrontés à des spécialistes de l'hôpital, ils communiquent. Ça, ils ont assez d'informations. Et bien, ça nous sert. Mais il y aura une FMC, probablement, une rencontre avec les généralistes. On l'a fait il y a 3 ans. Et pas beaucoup de monde d'ailleurs. Et on l'avait fait il y a 6-7 ans, là où c'était blindé. Et plein de généralistes. Et là, on espère que octobre-novembre, on en fait un où on invite les généralistes, on leur explique les parcours de soins, on leur fait visiter l'établissement. Et surtout, on les remercie parce que sans eux, on ne peut pas travailler. Alors, relativement simple le phénomène. Quand j'étais jeune étudiant, j'avais une angine, j'allais chez mon médecin. Pas le souvenir, mon médecin à l'époque, il m'a pas fait attendre en fait. Il y a la secrétaire qui prenait la carte vitale à l'époque, il demandait d'attendre la salle d'attente. Et puis ben, on était nombreux à être malades et on attendait les généralistes. C'était normal quoi. Et de temps en temps, il y avait un bébé ou une personne âgée qui passait avant moi. Je râlais pas. Ça, c'est le phénomène de l'attente. Donc pour ne pas avoir d'attente aux urgences, il faut que j'ai un ratio, un médecin, un malade. Comme si, voilà. Vous allez prendre un taxi, vous sortez du train, pas le souvenir qu'il n'y a pas d'attente. Vous allez au champ, vous allez à la caisse, au Carrefour, au Match, ce que vous voulez. Vous attendez devant la caisse. Ouais. Pourquoi aux urgences il n'y aura pas d'attente? J'ai un infirmier, un médecin pour accueillir un patient. La prise en charge de ce patient, c'est 5 à 10 minutes. Ce qui veut dire que dans 60 minutes, je peux en trier 6. Je ne peux pas faire mieux. Comment voulez-vous que je fasse mieux? Pas possible. J'ai 10 box avec une capacité d'accueillir à peu près 4 plus 5, 20 patients d'un coup. 4 places de déchocage, ça fait 24. 6 places en ZHTCD, ça fait 30. Je peux accueillir en moyenne 32, 30 patients d'un coup. Et quand je les accueille d'un coup, là, il faut que je m'en occupe. Et les gens, ils me disent pas, écoutez, l'heure du bus est passée, on reviendra dans 6 heures. Les gens continuent à arriver. Moi, je dois continuer à faire sortir les gens. À l'accueil, les gens arrivent en continu, on ne comprend pas. L'attente est normale. Il y a 60 minutes dans 1 heure. Si j'ai 15 patients, ben, je ne peux pas tous les voir de façon correcte. La gravité n'est pas la même. Soigner une entorse n'a pas la même difficulté que soigner quelqu'un qui est en détresse respiratoire. Voilà, donc pour éviter l'attente, il faut que je travaille dans une plaine avec 10 000 m², autant de médecins que de patients, et même ça, il y aura de l'attente. Parce qu'au champ, c'est grand, il y a de l'attente quand même. Donc l'attente, elle est là, on ne peut pas faire autrement. C'est un phénomène naturel, au fait. 4 heures, c'est faux? Alors, comprenons quelque chose qui est important. Et c'est pour ça qu'on fait ce travail. Moi, je suis urgentiste. Je sais ce qui est urgent, ce qui n'est pas urgent. Okay. Moi, urgentiste, j'ai mal au ventre. Je suis plus médecin là. J'ai très mal. Je suis angoissé parce que j'ai mal. Je sais pas ce que j'ai. Je vois mon collègue urgentiste, il m'examine, il me fait « Écoute, c'est rien. » J'ai mal encore. Je vous dis que c'est rien, j'ai mal. Terrible. Pour moi, c'est grave. On arrive au phénomène de l'urgence ressentie. Quelqu'un qui est en détresse respiratoire, noté par l'urgentiste ou l'infirmier d'accueil détresse respiratoire, n'attend pas. Elle est prise en secteur de zone d'accueil d'urgence vitale. Que vous avez du mal à respirer, c'est un fait. Vous avez du mal à respirer en détresse respiratoire, vous n'attendrez pas. C'est l'essence de notre métier. Ça peut arriver qu'on se trompe, mais c'est excessivement rare.
Maintenant que vous avez du mal à respirer, que vous pensez que vous êtes en détresse, c'est le cas de tout le monde qui a du mal à respirer. Donc on arrive au phénomène de l'urgence constatée, l'urgentiste ou l'équipe soignante, l'urgence ressentie. Or, chaque patient qui arrive aux urgences pense que son cas est urgent. S'il attend, c'est que deux raisons. C'est que c'est pas urgent. Deuxième raison, c'est que j'ai pas de place pour le prendre tout de suite. Mais si c'est de l'urgence vitale, je ferai de la place. Parce que si je fais pas de place, cette personne va mourir. Des personnes qui meurent en attendant à Arras, pas des caisses. Je pense que ça se compte même pas sur les doigts d'une main. C'est exceptionnellement rare. Et ça peut arriver. La médecine n'est pas science exacte. Rien n'est à 100%. Je pense que les gens qui sont en détresse, qui attendent, ce ne sont pas des vraies détresses comme nous, on imagine. Ce sont les détresses relatives. Voilà. Là où on a tort, probablement, c'est il faut qu'on explique aux gens. Ça, c'est notre tort. Mais comprenez, on peut faire tout ce que vous voulez, mais rendre la satisfaction intégrale, totale à une population est impossible. C'est une courbe de Gauss. Des gens qui sont plus ou moins contents, des gens qui sont mécontents et des gens qui sont extrêmement contents. Notre job, c'est quand même de rendre des gens extrêmement pas contents et contents un petit peu plus contents. Mais ça, c'est une mission difficile, mission impossible, mais c'est notre job. On va y arriver. Je pense que aux urgences, on s'est concentré pendant très très longtemps sur l'information donnée aux patients. L'information. La même chose que l'éducation. Deux choses différentes. L'urgence, il y a le mot urgence dedans. Donc l'urgentiste, c'est pas un éducateur, c'est un urgentiste. Donc il y a des médecins aujourd'hui qui travaillent sur des projets dans d'autres hôpitaux, sur l'éducation thérapeutique, comment éduquer les gens, dans la prise en charge de leur pathologie, etc. Je pense que l'éducation thérapeutique telle qu'on l'imagine aujourd'hui n'est pas adaptée pour les urgences, c'est tout un fait. Mais je pense aussi que progressivement, dans les 10 prochaines années, on éduquera les gens à comprendre ce que c'est que l'urgence, quand venir aux urgences, pourquoi venir aux urgences, comment venir aux urgences, capital, et comment accéder aux soins. Je pense que dans mon cas de figure, ici, on a commencé à travailler tout doucement, sur comment donner des bonnes informations aux patients. Je pense qu'avec un peu de temps, un peu d'expertise, on fera des campagnes médiatiques locales dans les salles d'attente. C'est-à-dire, il y a plein de choses qui sont déjà faites à visée éducative en fait. Et je pense que c'est des messages qui devraient passer. C'est encore une fois, c'est sur l'échelle du temps. On ne peut pas demander un changement en 2 jours, quoi. Ce n'est pas possible. Donc ça prend du temps, ça prend des moyens, ça prend une stratégie. Et c'est tout ça. Hein. Donc on y travaille. Je pense que ça va prendre un bon 2-3 ans pour que tout soit bien mis au fait. Bon, c'est un phénomène qui est intéressant. Avoir des généralistes aux urgences, avoir un cabinet de médecine générale. Moi personnellement, c'est quelque chose qui m'intéresse. Je voudrais le faire. Pour ça, c'est un projet qui doit être monté avec l'ensemble des acteurs de la médecine générale. J'ai besoin de leur soutien, j'ai besoin de leur accord, j'ai besoin de leur point de vue. J'ai aussi besoin de l'appui de toutes les instances politiques du coin. J'ai probablement, et là peut-être je m'avance un peu, je pense que le directeur d'établissement serait d'accord à le faire. Le dernier phénomène, c'est qu'il faut avoir l'effectif pour le faire tourner. Donc je pense que j'ai pris les choses à l'envers. J'ai des internes depuis quand même quelques années qui sont sensibilisés à ce projet. J'ai commencé à réfléchir sur ce projet il y a à peu près 6-7 ans. Donc au fur et à mesure qu'on a des internes qui passent, on voit leur sensibilité. On commence à avoir un pool d'internes qui sont intéressés à faire la médecine générale au sein de l'établissement. Au sein d'un petit cabinet, aux urgences, faire l'accueil non programmé du patient qui relève de la médecine d'urgence. Donc c'est capital. Aujourd'hui, je pense que c'est capital. Mais c'est aussi capital de dire que ce n'est pas une substitution aux généralistes.
c'est quelque chose de complémentaire. Exemple, j'ai fini mon travail à 18h30, mon généraliste a fini, je ne sais pas quoi faire, je pense que mon cas est urgent, ben je sais que l'offre de soins est là, je peux passer aux urgences à Arras, je ne vais pas rentrer aux urgences, je vais passer par les urgences, trier par le médecin d'accueil ou l'infirmier d'accueil, et puis adresser au généraliste qui est là. Ça, c'est le rêve théorique de tout chef de service des urgences, d'avoir des généralistes qui nous donnent un coup de main. Il y a déjà, dans certains hôpitaux, des maisons médicales de garde qui sont qui sont faits par des généralistes qui sont de garde sur le secteur. Donc ils sont là de 18h30, donc 20h minuit, pour faire de l'accueil du patient non programmé. Dans l'idéal pour moi, c'est qu'on ait des gens qui couvrent jusque, on va dire, 10h, 20h, et de 20h, on a les médecins généralistes du secteur qui assument la garde, en fait. On respecte chacun son travail. Les arrêts maladie, on n'en fait pas aux urgences déjà. Moi, je suis contre. Je le renvoie chez le médecin avec le compte rendu de ce qu'on a fait aux urgences pour que le médecin qui connaît le patient mieux que moi juge. C'est plus simple. Il y a aussi le cumul des arrêts maladie, mais ça, c'est un autre débat. Deuxième chose, on fait des accidents de travail, bien évidemment, ça c'est normal. Maintenant, je vous dis encore une fois, on a transposé quelque chose de relativement simple. On a donné l'offre de soins de médecine générale à une population au sein d'un établissement à côté des urgences. En aucun cas, ça va remplacer le généraliste. Ça veut dire que c'est pas pour faire des nouveaux patients, des renouvellements d'ordonnances, des prolongements d'arrêt maladie, pas du tout. Hein. Là, on est là, je vais pas bien, j'ai une angine, mon médecin n'est pas joignable, mon médecin ne veut pas me prendre, je pense que mon cas est grave, même si on me dit que c'est pas grave, j'ai besoin de voir un médecin, ben, je vois le généraliste. Et la suite, c'est son généraliste qui fait, quoi. C'est donner le petit truc en plus, quoi. C'est pas, mais en aucun cas, je ne soutiendrai un mouvement, une dynamique où on se dit, bah, on va remplacer le généraliste. Mais non, pas du tout. C'est l'offre complémentaire, en fait. Et clairement, Les médecins, les arageois, les gens autour, du Ternois ou du Papalmois sont très attachés à leur généraliste. Il y a quand même une très bonne éducation thérapeutique qui est faite par le généraliste. J'en ai pas tant que ça. Mais je sais que c'est important aujourd'hui parce que ce nombre-là croît tout doucement mais sûrement. Donc voilà, l'idée et l'obligation pour nous, ça ne sera de jamais remplacer le généraliste. Ça sera donner l'offre de soins complémentaires parce qu'il n'est pas là. Limite, vous voyez, les critères d'entrée dedans, ça sera mon généraliste est injoignable. Vous voyez? C'est ça en fait. Donc c'est ça qui est important. Parce que, voilà, on ne fera jamais aussi mieux qu'un généraliste qui connaît son patient. C'est illusoire. On est là pour donner un petit plus quand il n'est pas là, en heure non ouvrable ou en heure ouvrable où il est débordé. Il a le droit d'être débordé, mon collègue. Et il est débordé en plus, tout le temps. Tout le temps. Les enjeux sont politiques, les enjeux sont démographiques, les enjeux sont humains. Surtout vraiment sur le plan humain, c'est hyper important. C'est surtout dans l'intérêt du patient. Tout à fait. Vous savez, je fais ce métier pour le patient, hein. Je ne fais pas le métier pour moi. Donc, c'est une vocation de soigner les patients. Mon rêve en tant que chef de service, c'est de donner des soins, mais les plus optimaux à une population. C'est pour ça que je fais ce travail. Sinon, je ferai autre chose.